Tous et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury sur la 102.7 FM radio KMTB émettant de Tokoin-Sauterre en direction de la ville de Lomé et 16 environ émissions reprises sur radio VGK à Palimé tous les après-midi à partir de 14 h et sur radio Lumière à Anekro tous les soirs également à partir de 15 h à suivre en rediffusion sur la 102.7 FM à partir de 21 h et sur le www.letogovie.com. Analyse de l'actualité préélectorale au Togo et des différentes candidatures qui se dégagent. Tels sont les sujets autour desquels va se concentrer le débat du jour. Et c'est avec nos invités Fabrice Pétiesi, directeur de publication du journal Le Libéral, et Tchakala Alirou, directeur de publication de Courrier de la République. Ils sont déjà là autour de ce plateau. Bonjour chers invités. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour et puis bonne semaine à toutes et à tous. Et bonjour également à Malix Magloire qui se charge comme toujours de la technique et la mise en onde de cette émission. Bonjour à vous qui êtes branchés actuellement et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à l'émission Grand Jury. Au micro principal pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Plus les jours passent, plus les minutes s'égrènent et nous nous rapprochons de plus en plus vers l'échéance capitale de 2015 qui fait mouvoir les états-majors des partis politiques qui sont dans la dynamique de l'élection présidentielle prochaine. Des langues se délirent, des candidatures et intentions de candidature et propositions de candidature se manifestent, des leaders d'opinion et analystes s'activent et portent des regards d'appréciation autour des différents mouvements constatés. Ainsi, le débat s'anime et mobilise les esprits des Togolais dubitatifs quant au bon aboutissement, à certains Togolais, quant au bon aboutissement et dans l'apaisement de l'élection présidentielle de 2015, sur la tête de laquelle pèse la question cruciale des réformes institutionnelles et constitutionnelles, sans passer sous silence l'appel des églises et l'appui du groupe des 5 quant à ce qui concerne les réformes. Le débat s'impose donc à tous les niveaux et ici en studio, nous allons également analyser l'actualité avec nos deux invités. Je vais commencer par Tchakala. Avec cette première question, Tchakala, quel regard portez-vous sur l'actualité préélectorale à quelques mois de cette échéance capitale? Oui, bon, il y a une certaine effervescence qui est en train de naître au niveau de certains états-majors, notamment à ceux de l'opposition. C'est certains petits partis aussi qui ont vu le jour. Il y a des petits partis? Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on se voile la face. De petits partis qui, entre-temps aussi, étaient rentrés dans l'arène pour un peu jauger leur poids par rapport aux anciens déjà existants. Je crois que la ferveur, elle est manifeste et puis on ne voudra plus attendre les derniers jours ou bien les derniers virages avant de se précipiter et puis bon, aller revenir avec de piètres scores. Donc l'ANC a pris exemple du passé, c'est que se lever les derniers instants et puis aller à la conquête de l'électorat et puis pour au finish peut-être mordre la poussière après tout se replier derrière des tricheries et tout ça là, qui ne sont pas souvent, ils ne donnent pas les preuves de cela. Donc, depuis quelque temps, on a vu certains leaders sillonner de Lomé jusqu'à 5AC et de Palimé jusqu'à Neho. De Palimé jusqu'à Neho et de l'autre côté, là, je veux pas de Tchamba jusqu'à Bassar. Donc, on sent que bon, il y a ce contact-là qu'on veut qu'il soit permanent entre ces leaders et la population. Ils sont allés, ils ont vu, ils ont touché du doigt les réalités sur le terrain et puis bon, peut-être ils vont essayer de trouver les justes antidotes par rapport à ces problèmes à eux soumis. Mais au-delà de ça, je crois qu'aujourd'hui, s'il faut voir un peu par rapport au poids de certains partis politiques, moi je crois que le débat le combat va se focaliser autour de deux grands partis, et le parti au pouvoir actuellement, le parti Unir et naturellement l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Si éventuellement les deux grands regroupements arrivaient à dégager une candidature unique, je crois que le débat ne peut que se focaliser entre ces deux grandes entités. Mais reste à voir ce que la suite va donner. Mais vous savez, les Togolais ne sont plus dupes, les Togolais savent qui est qui fait quoi et qui est capable de quoi. Donc, même si on dit que ça va être serré, moi je ne vois pas la chose se dérouler ainsi. Les positions sont là. Et puis, il y a une certaine erreur que l'opposition aussi a tendance à commettre, c'est de gaver la population, l'électorat, de cette histoire d'alternance et de changement. Les Togolais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des programmes bien
bien étoffées qui puissent peut-être qui puissent être des réponses aux perpétuelles questions et inquiétudes des populations. Alternance, alternance, changement. Bon, c'est le même refrain, ce refrain vieux de presque un quart de siècle. Et si d'aventure, ils doivent encore surfer sur ces deux choses-là, je crois que ça ne serait pas du tout bien pour eux. Donc, on veut des candidats qui ont cette aura-là, même de rassembleurs, bosseurs, et puis, il ne faut pas créer davantage cette déchirure du tissu social qu'on s'est évertué à certains niveaux à recoudre avec un certain succès. Donc aujourd'hui, cette ferveur-là, elle est manifeste, mais ils seront nombreux à prendre le départ de la course, mais au finish, je crois qu'il y aura un seul. Et ce seul candidat, c'est celui-là qui aura peut-être séduit le plus les Togolais. Séduit le plus les Togolais, oui. Fabrice, quel regard, vous, à votre niveau, vous portez sur ces différents mouvements qui animent cette période préélectorale? Oui, d'abord, moi je fais un constat d'abord du côté du parti au pouvoir, notamment UNIR, où on constate beaucoup plus un calme olympien. Et on constate que UNIR communique beaucoup avec les populations à la base. Pendant ce temps, l'opposition communique beaucoup à travers les médias et surtout au niveau de la capitale. Si vous avez suivi l'actualité tout de même, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de ces histoires de dons de guides scolaires, par-ci, par-là et autres. Moi, je fais une lecture, c'est une campagne qui ne dit pas son nom. Et derrière ça, il y a beaucoup d'unions qu'il fait et autres. Et on les sent beaucoup plus. Mais quand vous prenez par exemple les médias qui sont beaucoup plus concentrés dans la capitale, on les voit très rarement, pour ne pas dire jamais, prendre la parole sur un média pour se prononcer sur tel ou tel, s'ils auront un candidat ou pas. Donc c'est le constat que je fais un peu du côté du parti au pouvoir. Est-ce que c'est une stratégie? Et jusqu'aujourd'hui, ce parti également n'est pas encore organisé, c'est-à-dire pour avoir un bureau définitif. Est-ce qu'on veut y aller avec la même stratégie qu'au niveau des législatives? On attend de voir. Mais du côté de l'opposition, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de bruit, surtout sur les médias. Vous avez vu, on a l'impression que les gens ne sont pas très décidés. C'est-à-dire aujourd'hui, on annonce la candidature, on dit on est prêt à soutenir une candidature unique. C'est un peu une confusion totale. On fait un conclave qui dure des mois et au moment où les militants fidèles à l'opposition s'attendaient à ce qu'on leur dise que finalement il y a une fumée blanche autour de la personnalité qui peut incarner une candidature unique, on dit non, qu'on s'est entendu pour une candidature unique, cela voudrait dire que il n'y a rien de nouveau, puisque cette histoire de s'entendre sur une candidature unique, ça revient tout le temps. Cette fois-ci, on croyait que peut-être l'oiseau rare devait être dégagé beaucoup plus tôt pour que la population sache comment se situer. Mais tout simplement, c'est toujours un pied en avant, un pied en arrière. Et le tango politique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une certaine sincérité au sein de ces partis-là. Mais je crois que finalement, peut-être ce que les partis de l'opposition doivent faire, il faut que très tôt, ils se décident et disent clairement aux militants que voilà, nous, on a notre candidat, c'est lui. Plutôt que d'être là, on avance, on recule, on dit bon, voilà, on est favorable pour une candidature unique, mais bon, après on revient, on dit non. Or, on sait qu'au finish, tout le monde a bien envie d'y aller. Et vous voyez, cette attitude est ambiguë au niveau de l'ANC qui a investi un candidat, mais qui dit toujours aller dans la dynamique unitaire. Et vous allez voir, même la sortie médiatique d'Obu, ça n'a pas été clair non plus. Il n'a pas dit qu'il est candidat, mais ce n'est pas exclu également. Il y a un congrès qui aura lieu très bientôt. Qu'il ne le soit pas. Et au niveau du CAR, on avait déjà lancé à Pévon. À la coalition arc-en-ciel. On n'était pas là pour paraffer la déclaration qui est issue du conclave. Donc vous voyez qu'en réalité, j'ai l'impression que les gens manquent, surtout du côté de l'opposition. Et puis il y a aussi eu cette publication de Djiri Tama Dunet, membre du regroupement arc-en-ciel, sur sa page Facebook, qui a fait beaucoup de polémiques, avec des commentaires très taclants. Donc tout ça là, je constate tout simplement que du côté de du moins entre les deux entités, c'est-à-dire au niveau du pouvoir, la stratégie n'a pas changé. Beaucoup plus des actions sur le terrain en silence, même si on médiatise certains. Et puis du côté de l'opposition, des déchirements et beaucoup de bruit sur les médias. Voilà un peu l'analyse que je fais. Mais dans tout ça,
il y a beaucoup de gens, il y a de l'électorat qui est là, qui pour l'instant n'est pas encore bien situé. Qui pour n'est pas encore bien situé. Oui, on va revenir, Tchakala, avec vous par rapport à cette sortie de Gabriel Mensah Agboyome Kodjo et son parti. C'est vrai que le monsieur, il a été très silencieux pendant plus de 6 mois. Et il sort, mais sans toutefois dire concrètement ce qui doit attendre ses militants. Mais beaucoup s'interrogeaient sur son cas. Est-il au pays? Vit-il? A-t-il abdiqué? Tout ça, là, donc vous comprenez. Donc il avait absolument intérêt à sortir pour qu'on sache que non, le tonitruien Agboyome Kodjo est là. Donc je crois que ça participe de cette préparation des esprits en attendant de déclarer une éventuelle candidature. Donc je crois que c'est comme ça. Donc les gens, comme l'a dit mon confrère, sont en train d'hésiter, ils sont tatillons dans leur approche. Bon, je fais le pas, je le recule, je fais le pas, je recule. Donc la sortie même de Gabriel Agboyome Kodjo participe de cette stratégie-là. Est-ce qu'elle sera peut-être la gagnante, cette stratégie? Moi, je doute fort. Hein. Et puis, il y a l'autre là qui vient de lancer, l'ANC qui vient de lancer un autre débat, celui d'une éventuelle organisation des locales avant la présidentielle. Mais je dis que ça ne fait pas du tout sérieux. Ça ne fait pas sérieux qu'on opte délibérément comme ça de démobiliser la base militante. Quand on veut... Est-ce qu'il s'agit d'une démobilisation? Absolument. Les gens sont dans... Ça démobilise. Les gens sont dans une dynamique de participer à une présidentielle. On est dans cette optique-là, on est dans cette dynamique-là. Donc, et quelqu'un sort comme ça, quelqu'un sur qui, bon, beaucoup pensent qu'il pourra faire mouche. Et celui-là dit que non, il préfère peut-être qu'on repousse un peu la présidentielle et qu'on puisse concentrer les ressources à l'organisation des locales. Vous pensez que c'est de nature quand même à créer une certaine sérénité dans les rangs de l'opposition ou bien de l'électorat? Pas du tout. Ça participe de façon claire et nette à démobiliser l'électorat. Donc je crois que c'est une gaffe politique qu'ils ont opté de commettre, et moi je le dis tel quel, ou bien ils ne sont pas encore prêts à prendre part de façon sereine à la présidentielle et peut-être ils sont en train de chercher des alibis, des prétextes pour éventuellement qu'on repousse la chose. Mais je crois qu'il y a un délai constitutionnel que certains ne souhaiteraient pas voir passer comme ça sans poser des actes concrets. Donc on peut aussi entrevoir qu'il y aurait un petit piège derrière cet appel-là. Pourquoi? Ils seront peut-être les mêmes si le pouvoir est décidé à le faire ainsi. Ils seront peut-être les premiers à crier que non, on est dans un vide constitutionnel et qu'il faut faire ci et ça. Donc, par rapport au passé, je crois que le pouvoir n'est pas prêt quand même à faire ses locales avant la présidentielle, ne serait-ce que repousser les dates d'un mois ou de 2. Non, c'est pas ça. Donc, je crois que c'est une gaffe politique. On n'avait pas besoin quand même de créer encore cet événement qui ne s'imposait pas. Donc, Fabre et ses responsables de parti n'ont qu'à savoir ce qu'ils cherchent exactement. Si c'est la présidentielle, leur copie. Si c'est la présidentielle qui se concentre là-dessus, si c'est le local, qu'ils attendent peut-être ne même pas participer à la présidentielle et attendre prendre part au local. Donc, c'est ce que Fabrice, je peux dire. Finalement, est-ce qu'on ne constate pas que l'appel des 3 églises du Togo, catholique, méthodiste et baptiste, est un coup d'envoi donné peut-être pour la résurrection des vieux démons? Oui, je crois que cette sortie aussi n'a pas contribué à arranger l'opposition qui s'est jetée là-dessus. Parce que quand vous voyez les choses par rapport aux réformes, on avait l'impression que les choses étaient... Que les pages étaient réellement tournées comme... puisque quand vous prenez l'opposition qui est au niveau de la CENI, qui est renouvelée, l'institution, la CENI fait partie des éléments qu'il faut intégrer dans les réformes également. Dans les réformes. Et donc, à un moment donné, les églises sortent et puis bon, on fait semblant de faire marche arrière pour dire. Et je suis d'accord avec mon confrère. Il y a un véritable cafouillage aujourd'hui. On ne sait exactement parce que l'opposition dans son ensemble veut. Est-ce qu'elle est prête à aller à la prochaine présidentielle? Dans les faits, vous avez l'impression qu'elle veut y aller, mais au même moment, elle pose des actes au jour le jour qui donnent l'impression comme si ils ne sont pas vraiment très sûrs de... Vous voyez, la question des réformes avant 2015, c'est un leurre.
réforme, oui d'accord, mais limiter ça avant la présidentielle de 2015, moi je crois que c'est faire preuve de manque de réalisme politique. Ce n'est pas possible. Et repousser la présidentielle, je ne suis pas... Plusieurs acteurs sont dans cette logique. Quand vous prenez la plateforme Vérité et Justice, comment la plateforme citoyenne Vérité, Justice et Réconciliation, ils étaient aussi revenus sur cette question des réformes. Oui, c'est la société civile. Eux, ils jouent leur rôle. Ils ont leur position, c'est tout. Maintenant, il revient aux leaders politiques de voir comment prendre la chose. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire preuve de réalisme, se préparer vraiment pour la présidentielle qui va être organisée dans le délai constitutionnel, plutôt que d'être là à disperser les énergies, soit en parlant de réforme avant la présidentielle de 2015 ou tantôt, c'est les questions, d'autres questions notamment, les histoires de qui sera candidat unique, ou alors, il y a encore beaucoup de choses, c'est-à-dire, il manque une certaine sérénité du côté de l'opposition. Il faut que si les gens veulent être candidats, il faut qu'ils prennent, ils s'assument et qu'ils disent voilà, je suis candidat à la présidentielle et les militants savent ce à quoi s'en tenir. Mais quand on vient comme ça, effectivement, je suis d'accord pour dire que ça démobilise. Ça démobilise parce que les gens sont dans une logique et à un moment donné, on dit autre chose, le lendemain, on dit... Et c'est la même chose, c'est la même stratégie qui n'a pas changé depuis 2005. Imaginez-vous, lorsque Faure est arrivé par la voie illégale, on a réclamé à ce que la constitution soit rétablie. Ça a été fait. Et au moment où on a annoncé les élections dans le délai constitutionnel, ils ont demandé le report. Ouais, on marche le matin pour dire non à l'élection et le soir on bat campagne. Et donc, dans ces conditions, il faut quand même dire que c'est des éléments qui font perdre à ceux qui veulent vraiment prendre le départ pour la course à la prochaine présidentielle. C'est un peu ça la situation au sein de l'opposition et j'ai l'impression qu'effectivement il y a aujourd'hui un problème de meneurs d'hommes au sein de l'opposition, même si après les dernières législatives, un parti quand même a réussi à plus ou moins émerger. Il y a encore un flou vraiment pour savoir qui peut vraiment faire l'affaire au sein de l'opposition. Un flou pour savoir qui peut vraiment faire l'affaire au sein de l'opposition. On comptait sur un oiseau rare, ce que les uns et les autres avaient voulu d'un moment à l'autre. Et du coup, dans la foulée, un certain Alberto Olympio fait son apparition. Il a lancé en pompe son parti, le parti des Togolais. Il a été investi dans la foulée candidat et silence radio. Oui, mais silence radio, mais c'est la presse togolaise qui essaie toutes les fois de nous dire ce que ce monsieur fait. On dit qu'il est en train de soigner son carnet d'adresses dans certaines colonnes. On nous dit que, bon, de loin, il n'est pas au pays actuellement, qu'il est en train de tisser sa toile pour quand même faire mouche à la prochaine présidentielle. Parce que ce monsieur parle avec conviction. C'est tout à fait normal que ce monsieur le fasse ainsi. Et qu'on ne peut pas créer son parti et dire que non, moi je serai le parti croupion sur l'échiquier politique. Donc il est venu avec ses idées, il a fait quand même le show à l'américaine, mais reste à voir un peu la réalité sur le terrain. Le Togo, c'est un pays atypique, c'est un pays qui joue des sales tours même aux gens les plus rompus en politique. Donc, une chose est d'avoir les moyens, une chose est de commencer en grande pompe, mais une autre est de pouvoir quand même marquer des points. Donc, on souhaite le meilleur pour Alberto Olympio, s'il peut apporter quelque chose de neuf que nous attendions depuis le quart de siècle qui n'arrive pas. Donc, là, on attend celui-là qui va créer cet événement-là en changeant la donne. S'il va incarner l'alternance, on attend de voir après les résultats qui seront donnés à la chose. Donc, moi, je crois que ce monsieur, c'est vrai, il doit s'inscrire dans le temps. Mais venir aujourd'hui et chambouler de fond en comble ce qui existe déjà, ça serait vraiment difficile pour lui. Donc, il n'a qu'à retrouver ses esprits, avoir ses pieds sur terre et décoller des nuages. Il faut qu'il revienne sur la terre ferme. C'est vrai, il a des idées novatrices, il a tout ce qu'il faut parce que créer un parti et entretenir des espoirs, c'est par rapport aux moyens dont il dispose. Les moyens, il paraît qu'il en a, mais au Togo, ça ne prend pas automatiquement
avec les moyens et puis venir tous à l'appui. Bon, vous voyez, ça fait plus de 25 ans que les autres sont là. Certains pensent que cette fois-ci, ça serait leur tour, hein, ceux-là qui existaient depuis. Donc, et Alberto, bon, quel est son poids? Surtout qu'il traîne un passif. Hein. Le passif, c'est le nom Olympio. Donc, les Togolais n'ont pas la mémoire courte par rapport à ce que le vieux a eu à faire. Donc, on va dire que ça serait la même. Donc, il appartient d'abord de soigner ce nom-là, que lui, c'est lui et l'autre, c'est l'autre. Et puis, avant de pouvoir prétendre à faire quelque chose, mais moi, je l'inscris dans les prochaines décennies, pas quand même maintenant. Pas quand même maintenant. Oui, Fabrice, par rapport à l'apparition d'Alberto Olympio et sa disparition peut-être stratégique. Non, est-ce qu'il a disparu? Il est toujours là. Je crois que parce que pour un candidat investi en grand pompe, on aurait bien voulu le sentir sur la scène. Vous avez parlé tout à l'heure des distributions de kits, ainsi de suite. Vous avez parlé de campagne qui ne dit pas son nom. Vous avez parlé de la tournée de l'ANC et son leader. On aurait plus voulu le sentir. Non, mais je crois que bon, chacun a sa stratégie. On le sent plus en Europe. Lui, forcément, l'un des derniers venus, il ne doit pas avoir la même stratégie que ceux qui existaient déjà. Et je crois aussi qu'en tant que leader de parti politique, il ne peut pas faire tout seul. Quand je parle de distribution de kits et tout ça, c'est pas fort qu'il le fait personnellement. Et donc je crois savoir qu'il a un programme de formation civique ou je ne sais quoi, où il rencontre quand même des populations sur le terrain par moment. Mais je crois que c'est un jeune quand même qui a des idées, qui a envie vraiment de faire évoluer des choses et autres. Mais sauf que j'ai regretté un peu, c'est un parti que j'admirais, l'annonce et puis l'arrivée, j'ai bien aimé, mais le congrès tel qu'il l'a fait, à l'américaine. Non, pas forcément le décor et tout cela, mais les propos de l'individu. J'ai senti un peu de la prétention dans ce qu'il disait, parce que arriver à peine un an et dire que vous êtes le parti le mieux implanté, ça fait partie un peu de la démagogie, parce que c'est pas la réalité sur le terrain. C'est peut-être pour prouver ça qu'il a organisé sa sortie au stade de Kégué. Oui, justement, ça ressemble à une manière, c'est comme c'est juste pour les beaux yeux des gens, on veut juste remplir un stade. Une croisade. Il y a des partis qui ont des militants qui, pour pouvoir organiser un meeting, les gens ne vont pas venir, mais de cœur, ils vous portent dans leur cœur. Donc c'est pas... Et on sait ce que c'est que la politique au Togo. Les gens ont battu campagne pour des partis politiques et le dimanche du vote, ils sont allés voter autre chose. Et surtout, dans un pays où les gens s'approchent beaucoup au minimum, on est prêt à tout avec quelques billets de banque. Donc ce n'est pas des éléments sur lesquels, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas le terrain sur lequel il a mis les pieds. Vous allez voir, vous allez avoir même vos représentants dans les bureaux de vote et le soir on va faire le décompte, vous n'avez aucune voix dans le bureau de vote. On a vu ça également dans ce pays. Donc du coup, il faut, c'est là j'ai compris que avec son programme et tout cela, c'est de bonnes choses, mais je crois qu'il a trop vite piqué la grosse tête en pensant qu'il a déjà fait le boulot, alors que en réalité ce n'est pas encore ça. Alberto Olympio, si vous faites un micro tout à l'heure, vous demandez aux gens s'ils le connaissent, je suis sûr que sur 10 personnes, à peine 3 ou 4 le connaissent. Donc avec cette réalité-là, proclamer que vous êtes le parti le mieux implanté, je crois que c'est un peu prétentieux. Surtout avec ce passif dont a fait mention Diakala tout à l'heure. Bien évidemment, maintenant, on a également fait croire que très souvent l'extérieur ou la communauté internationale joue beaucoup dans l'élection d'un chef d'État. Mais je crois qu'il n'est pas le mieux placé s'il faut que la communauté internationale soutienne tel ou tel. Eux, ils voient également leur intérêt. Hein. Et donc, je crois qu'avec son jeune âge, il vaut vraiment mieux inscrire ses actions dans la durée. Comme un boxeur qui affirme battre son adversaire sur le ring, je suis d'accord. Mais il y a certains éléments qu'il ne faut pas avancer, parce que quand vous les avancez, ça donne l'impression comme si vous êtes plutôt dans la démagogie. Plutôt dans la démagogie, et puis stratégiquement quelqu'un qui avait été le tout premier candidat, c'est celui-là qui a annoncé premièrement sa candidature, c'était un certain Kofi Yamyam qui s'est dit rentrer dans tous les droits possibles pour être candidat au Togo, sauf que ces derniers temps, Diakala, on l'entend encore citer dans des affaires de faux et usage de faux. Est-ce qu'on peut s'attendre à sa candidature dans cette histoire de carte de séjour
frauduleuse. Non, je crois que la Cour constitutionnelle sera là pour étudier tous les dossiers des candidats éventuels. Donc, anticiper que dès à présent, que bon, il aurait sur le plan moralité, il aurait usé du faux, usage de faux. Je crois que bon, nous attendons de voir. Bon, ça, c'est une stratégie peut-être pour démotiver Kofi Annan. Mais moi, je vois peut-être Kofi Annan sur un autre plan, sur un autre aspect. Vous voyez quelqu'un qui est allé faire tout son temps en Europe, qui a occupé les plus hautes fonctions, les plus hautes charges de la République française, qui revient un jour pour dire que non, c'est comme s'il décrétait que bon, moi je vais être le président de la République. Hein. Vous savez, les gens ne peuvent pas accepter ça, qu'il ait pris toute sa jeunesse pour la mettre au service à l'émergence, pour la mettre au service d'un pays. Et aujourd'hui, pour maintenant soigner ses vieux jours, bon, il vient en prophète ou bien en éclaireur au pays. Ça là déjà, ça fait grincer les dents. Donc je me dis que Yamyan, bon, s'il y a des gens aussi qui ont eu entre-temps applaudi le régime qu'ils sont en train de vilipender aujourd'hui, c'est lui. On a vu, on était encore jeunes, mais on a vu. Et l'ancien secrétaire d'État français venir et être reçu par feu président Eyadema avec tout ce qu'il disait de bien de ce président-là. Aujourd'hui, contre toute attente, on ne reconnaît plus l'homme, donc Eyadema est devenu ce diable et puis peut-être qu'il faut absolument combattre et tout ça alors qu'il avait entre-temps aider ce type-là à avoir une certaine aura au niveau de l'Hexagone, même si il venait avec tous les discours, il était soigné comme un prince. Maintenant, par rapport à ses ambitions qu'il est en train d'afficher, donc il faut brûler ce passé-là, comme si les gens ne savaient pas ce que Yamyan valait quand il venait ici. Donc, moi, je crois que ça, c'est un passif qu'il va devoir soigner, tout ça. Là, avant de chercher à s'aventurer même. Je ne vois pas Yamyan, tôt ou tard, quand même, président. Dans le fauteuil présidentiel. Nous allons observer une courte pause et revenir juste après ceci. Retour ici en studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury. Voilà, toujours avec nos deux invités, Tchakala Alirou de Courrier de la République et Fabrice Pétiesi du journal Le Libéral. Lui, Fabrice, par rapport à Kofi Nyam, c'est vrai, on l'attendait, il était dans tous ses droits et subitement, par rapport à la presse, on le cite dans cette affaire de trafic de cas de séjour. Oui, bon, j'ai lu ça également sur un site... Bon, je crois que c'est trop tôt d'en dire beaucoup plus par rapport à cette affaire. Il faut attendre voir exactement. Et si jamais ça s'avérait, en si termes de moralité. Oui, bon, en termes de moralité, bon, c'est vrai que ces questions de moralité et autres, ça joue beaucoup plus en Occident où on est très méticuleux là-dessus. Mais ici, la question de moralité, surtout quand on a la facilité, même c'est pas propre à l'Afrique, on a la facilité de transformer cela à une attaque venant de ses adversaires politiques, on peut toujours échapper à tout ceci ou cela. Et donc, bon, maintenant, je ne sais pas s'il continue, il fait partie de l'un des premiers à avoir manifesté son intention d'être candidat. Oui, parce qu'au lendemain de l'obtention de ces papiers en règle, donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il tient. Il reste dans la même logique. Il est dans la même dynamique parce que je crois que finalement aussi, l'homme a compris que la politique sous les tropiques, ce n'est pas la même chose que l'autre côté. Et donc, il a été confronté à certaines réalités. Je ne sais vraiment pas si, parce qu'on ne l'a plus vraiment revu venir vers ici, faire quoi que ce soit. Contrairement à 2010 où il était beaucoup présent, il rencontrait la presse, il donnait son avis sur tel ou tel. Vous avez vu tout ce documentaire sur lui qui est passé en boucle sur les médias et autres. Mais on ne voit plus ça alors qu'on est à quelques mois de l'élection. Donc je ne sais pas si il a changé de fusil d'épaule, est-ce qu'il tient toujours à être candidat à cette élection. Mais dans les faits, quand vous voyez... ce matin sur RFI, on a quand même cité parmi ces personnes qui pourraient annoncer leur candidature bientôt. Bien évidemment, c'est ce que je dis. Ou alors, il a changé de stratégie. Ou alors, mais sinon, dans les faits, quand vous voyez, on ne le sent pas vraiment. Et je ne sais vraiment pas si il prendra vraiment le départ. Prendra vraiment le départ. Oiseau rare, nous en parlons. Et un certain...
pasteur David Ada a annoncé sa candidature sur sa page Facebook. Il a été reçu chez nos confrères de Radio Victoire la semaine dernière. Cet oiseau-là pourra-t-il faire l'affaire? Bon, tu sais, bon, vous savez, je n'aime pas tellement. Est-ce que vous le connaissez? Bon, je ne le connais pas personnellement. Il est togolais. Mais disons, un homme de Dieu togolais. Un homme de Dieu, il est togolais et il peut aussi avoir ses prétentions, il peut avoir ses ambitions. On ne peut pas étouffer ses ambitions-là s'il estime qu'il sera cet oiseau rare. Bon, nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent. On attend la suite de la présidentielle pour aviser. Donc, vous savez, mais en tant qu'homme de Dieu, il peut avoir beaucoup de chance parce que vous n'êtes sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a surtout les églises du Togo. Vous savez, les gens ne sont plus ces naïfs-là d'il y a plusieurs décennies de cela. Les Togolais ont grandi, ils ont mûri sur tous les plans. Donc quelqu'un comme ça qui sort de nulle part et qui vient, qui s'affiche en Messie, qui s'affiche en ce oiseau rare là, vous voyez, je dirais que c'est un peu de mépris à l'endroit des Togolais. C'est afficher une certaine arrogance à l'extrême. Peut-être que c'est vous. Non, c'est pas lui-même qui va se faire oiseau rare. C'est les Togolais, il appartient aux Togolais après leur choix de dire que non, c'est notre oiseau rare là. Donc afficher tout de go que non, bon, je serai celui-là sur qui les Togolais vont porter leur choix comme ça serait comme s'ils forcent les barrières. Mais on attend, sinon bon, on peut que lui souhaiter bon vent. Moi, je ne le connais pas personnellement. La dernière fois, je ne l'ai même pas suivi sur la Radio Victoire. Donc, on veut faire sérieux dans le pays, quoi. Vous m'excusez. Oui, c'est vrai. David Ada, c'est vrai que de par le passé, je crois qu'il avait déjà annoncé. Il avait été candidat à une élection présidentielle, je crois bien, selon mes informations. Il avait affiché des prétentions, il avait des choses. Non, moi je crois qu'il faut vraiment pas perdre du temps sur des plaisanteries. Vous savez, une élection, il y a trois types de candidats. Il y a ce qu'on appelle les candidats sérieux, les outsiders et puis les plaisantins. Et les plaisantins, on les a vus à plusieurs reprises. Vous avez vu en France quand les Dieudonné, les humoristes disent aussi qu'ils veulent être président. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec Adama Daïko. Oui, donc très souvent c'est des choses qui arrivent. On en a vu encore au Togo, non, avec Badamassi qui a aussi créé son parti. Non, bon, c'est dans l'humour. C'est dans l'humour. Mais les plaisantins, on en a toujours. Hein. On a vu les Adani fait avec Adema, les Jacques Amouzou et tout ça là et autres. Même pas toujours dans ce lot des plaisantins, les Harry Olympio qui disent qu'ils sont candidats. Même les Nicolas, là, sont tous là. Ça fait partie un peu des plaisantins à l'approche. Donc, et quand vous les voyez très souvent, ils sont fiers de brandir leur carte de visite sur laquelle c'est mentionné candidat, ancien candidat à la présidentielle et tout cela. Donc chacun, même aux États-Unis, ça arrive, entre le candidat démocrate et républicain, il y a parfois un troisième larron qui intervient juste pour se faire une petite pub et disparaître et autres. Et donc c'est un peu cela. Mais bon, la plaisanterie, quand elle vient d'un homme, comme vous les appelez, je n'aime pas trop l'expression homme de Dieu, que ça vienne d'un homme d'église, je ne sais pas ce à quoi ça arrive, parce que même si les églises, les chrétiens ou les communautés religieuses peuvent se prononcer sur l'actualité politique, parce que leurs fidèles sont intéressés, et puisqu'ils se battent pour le bien-être aussi bien spirituel, moral que physique de leurs fidèles, ils peuvent se prononcer pour dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Mais quand eux-mêmes décident de prendre les devants pour dire je vais diriger, là on entre carrément dans la politique, on ne peut plus se mettre devant. Peut-être que c'est dans la lignée d'un certain Martin Luther King ou encore... Est-ce que Martin Luther King était dans la logique d'être candidat? Lui, il se battait pour les droits civiques. Et je crois que en tant que religieux, c'est sur ce terrain-là qu'on doit les voir. L'assassinat des jeunes filles, les mutilations génitales ou du moins les mariages forcés. C'est sur ces aspects-là qu'on veut les voir. Mais qu'on nous dise bon, qu'on veut être candidat, c'est de la plaisanterie. Et les hommes, les religieux, en réalité, ne plaisantent pas. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais le pasteur est libre quand même d'être candidat. Selon les indiscrétions, on susurre également une éventuelle candidature de Gilles-Christ Olympio à la prochaine présidentielle de 2015. Est-ce que vous voyez en Gilles-Christ un candidat idéal pour 2015?
Non, candidat, peut-être oui, candidat idéal. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur la lutte démocratique que le monsieur a menée depuis plusieurs années. Il a fait le choix de composer avec le pouvoir. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une récompense parfaite à ce combattant. Non, mais s'il s'agissait de voir l'aspect combat politique mené dans le temps, je crois qu'il y aura des gens à qui on viendrait seulement cogner à leur porte. Non, bon, voici le fauteuil présidentiel. Bon, pour vos faits antérieurs qui rentrent dans le cadre de la démocratie, de l'état de droit, tout ça, prenez ça. Et des gens qui sont habilités peut-être à voir la chose, si ça se donnait ainsi, ça devait être les Agbouibor et qu'on ça ne devait pas être Gilles Christ. Bon, Gilles Christ, c'est pas ce symptôme-là, hein, c'est pas quelqu'un, il ne faut pas voir le changement qu'il a opéré, c'est-à-dire il n'est jamais trop tard pour changer, ça c'est vrai, mais quelqu'un qui de par le passé n'était pas un enfant de cœur, n'était pas quelqu'un qui était un exemple de vertu par rapport aux actes subversifs qu'il avait eu à poser. Moi je dis, de par cette action, il y a aujourd'hui des veuves, des orphelins et tout ça. Donc dire que bon, par rapport, c'est un candidat idéal par rapport à son cheminement, son parcours politique, moi je dis que c'est un peu trop, ça ne fait pas sérieux. Mais je crois que ces militants de Belgique l'ont déjà, ils ont déjà validé sa candidature. Donc, non. Même s'il revient à la Cour constitutionnelle de l'étudier. Bon, je crois que par rapport aussi à l'âge, je ne sais pas s'il n'est pas en train de... À l'âge? Oui, l'âge aussi peut être un facteur limitant par rapport à sa candidature. Hein. Mais peut-être qu'il compte sur l'accord qui le lie au parti au pouvoir. Non, ça ne se donne pas comme ça. L'accord le lie à chose, mais il y a quand même des dispositions, il y a des lois auxquelles tout le monde est censé se soumettre. Donc on ne va pas le singulariser parce qu'il a eu à sceller un accord avec le parti au pouvoir. Donc on va lui donner certaines exceptions pour qu'il puisse faire ce que bon lui semble. Les lois sont là, elles s'imposent à tous de la même manière. Donc dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont eu à sceller le 26 mai 2010, ça constituera peut-être un acte qui assouplirait un peu les données par rapport à sa personne. Je dis que non, il ne faut pas voir la chose. Le Togo est dans une dynamique d'état de droit où on respecte les lois, on respecte ce qu'on s'est donné comme règle. Donc je crois qu'on ne va pas prendre la personne de Gilles Christ et faire de lui une exception par rapport à ce que nous envisageons. Oui, Fabrice, par rapport à Gilles Christ, est-ce que vous voyez sur la ligne des candidats? Gilles Christ, c'est quand même un homme bien posé qui prendra de la hauteur. Hein. Je ne suis pas en train de le voir se mêler à ça. Moi, je suis en train de voir... Mais c'est la voix des militants, la volonté de ces militants. Bon, tu sais, c'est pourquoi je dis à l'approche des élections, il y a toujours des coups que les uns et les autres font. Il faut te donner de l'importance. Ça peut jouer quelque part. Parce que quand tu ne dis rien, quand vous voyez les sorties d'Agboué, c'est pas parce qu'ils sont sûrs de gagner, mais c'est qu'il faut aussi être présent sur la scène, manifester sa présence, et puis bon, on peut en tenir compte dans certaines situations et autres. Et donc, je me dis que les hommes politiques ne supportent pas d'être oubliés comme cela. Et donc, il faut se manifester. Et puis bon, il faut faire quelque chose. Sarkozy ne l'a pas supporté, il veut revenir. Justement, il faut surtout bon, mais lui, avec l'âge, je crois que je suis en train de voir plutôt un autre Bédier du côté du Togo et qui restera fidèle à l'accord qu'il a signé avec le parti au pouvoir qui a changé entre-temps. C'est ce que je suis en train de voir. Parce que 2010, il n'a pas été candidat et je ne suis pas sûr qu'il va se fatiguer. Mais ce n'est pas exclu, ça fait partie des calculs des politiciens. Comme je le dis, pour exister sur l'échiquier, parfois il faut être candidat et on appellera votre nom, même si vous prenez un score microscopique, on donnera votre nom et ça restera quand même dans le sur le CV. Oui, moi je vais demander à M. Gilles Christ Olympio de s'aimer, d'aimer sa propre personne. Mais il ne s'aime pas. Vous avez comme l'impression qu'il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. S'il accepte une éventuelle candidature, prendre part à la course, ça veut dire qu'il ne s'aime pas. Au un, son âge un peu avancé, son état de santé, tout cela. Donc, il peut aller rester dans un coin, prendre soin de sa santé et se donner encore des chances de vivre encore longtemps. La politique, ce n'est pas pas une petite charge.
le Togo, c'est plus que le Kilimandjaro, hein, donc c'est à la taille du Kilimandjaro. Donc, tous ceux-là qui se pourlèchent les babines, que non, moi, arrivé, je ferai ci et ça, mais il faut les mettre à l'épreuve. Lui, il est déjà âgé et puis il a fait son temps. Mais vous pensez que quand les Togolais vont se décider à lui montrer de quel bois il s'échauffe, là, il va pouvoir tenir. Donc, moralement, mais il y a quand même Robert Mugabe qui est dans pratiquement la même fourchette, mais qui tient. Oui, mais lui, il est plus ou moins solide. Hein. Solide, hein, mais vous voyez ce que Gilles Christ Olympio, c'est quelqu'un qui est aimé par son créateur. Sinon, ce qu'il a subi à Soudou, c'était pas évident qu'il soit vivant jusqu'à ce jour. Donc, vous savez, c'est un homme un peu chancelant de par sa santé. Donc, si nous avons de petits conseils à lui donner, c'est de se mettre à l'écart de cette tumulte-là et de pouvoir vivre encore longtemps et être, comment on dit, c'est cette personne morale à qui on fera toujours référence quand il s'agira de grandes questions du pays. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes âgées aujourd'hui au pouvoir en Afrique. Vous prenez l'Algérie, vous prenez le Cameroun, mais vous avez cité Robert Mugabe. Mais eux, ils sont beaucoup plus dans la logique de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire, ils l'ont déjà et c'est beaucoup plus simple pour eux de le conserver. L'administration fera tout et puis bon, vous allez juste continuer par vivre et avoir le titre de chef de l'État, alors que d'autres font le boulot. Mais quand vous êtes dans la peau d'un opposant qui doit conquérir ce pouvoir, vu ce que ça donne comme difficulté sur le terrain, je crois qu'il vaut mieux, comme mon confrère l'a dit, garder des chances de vivre beaucoup plus longtemps. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec Bob Akitani. Il a fini en 2005 et puis on n'en a plus entendu parler jusqu'au jour où on a annoncé son décès. Donc, le facteur âge est vraiment important. C'est vrai qu'en Afrique, les vieux sont pleins d'avenir, mais il y a quand même une limite, il y a quand même une limite aux choses. Et oui, vrai, parlant toujours de ces personnes qui incarnent toujours les candidatures à l'approche des élections présidentielles dans notre pays, on cite toujours un certain Yaovi Apollinaire Madi Abouibor. Aujourd'hui, c'est vrai que le monsieur s'est fait remplacer à la tête de son parti par Maître Paul Dodi Apevon. Mais ce matin, je crois RFI en a fait un clin d'œil. Est-ce que vous voyez le monsieur arriver comme candidat en 2015? Oh le cas est dans un regroupement baptisé la coalition arc-en-ciel. Et à ce qu'on sache, et Maître Madi Yaovi Agoïbo est président d'honneur de ce comité d'action pour le renouveau. Donc, à partir du moment où Dodi Apevon, qui est le président, a été fait candidat de la coalition. Bon, il viendrait... Mais candidat contesté. Par qui? Mais vous n'êtes sans savoir qu'au sein de la coalition arc-en-ciel, tout n'est pas rose. Et oui, s'il est contesté, c'est le chose de Maître Agoïbo qui viendrait maintenant faire l'unanimité. Peut-être pas au nom de la coalition arc-en-ciel. Non, vous savez, Maître Yaovi Agoïbo est légaliste. Il est respectueux des lois. Il est respectueux des textes. Il a placé quelqu'un sur orbite, c'est Maître Dodi Apevon. Et Maître Dodi Apevon a été fait candidat de la coalition. Même certains peuvent le contester. Bon, ça dépend des humeurs que ces gens-là, les effets que ces gens-là voudraient créer. Mais aujourd'hui, je ne vois pas Maître Yaovi Agoïbo se désolidariser de son poulain qu'est Dodi Apevon. Je crois que Maître Agoïbo sera un soutien de poids. Il y a aussi l'avènement des jokers. Ça serait un soutien de poids à Dodi Apevon. Maintenant, sauf quelque chose, un cataclysme qui se produirait, qui lancerait Maître de choses Agoïbo sur le terrain de choses des candidatures et tout ça là-dedans. Moi, je ne vois pas Maître Yaovi Agoïbo. Il est là, il incarne toute une lutte derrière lui, la CNDH, il en est le géniteur avec le soutien et a demandé bien entendu, mais ce monsieur a posé de grands actes, mais aujourd'hui il a senti qu'il faut passer le flambeau à quelqu'un d'autre, et bon, il a eu à le faire, il a choisi, c'est Apevon. Donc je crois qu'il doit soutenir de façon inconditionnelle à Maître Dodi Apevon, donc dire qu'il est candidat. En tout cas, on attend de voir, il reste encore au moins 5 à 6 mois pour qu'on puisse voir qui sera qui pendant l'élection. Donc on attend de voir si, par rapport à tout ce qui est en train de se créer au niveau de la coalition arc-en-ciel, le choix venait à dire que parce que nous ne nous entendons pas, donc on décide de faire
de choses. Prendre un joker. Donc peut-être il peut accepter, mais moi je ne le vois pas jouer ce rôle. Ouais, Fabrice, par rapport à... Oui, vous savez, Maître Agboiba, c'est un grand stratège de la scène politique togolaise. Hein. Et je crois que s'il avait vraiment envie d'être candidat à cette élection, il n'allait pas attendre la dernière minute pour constater certaines anomalies et faire le forcing. Il aurait planifié ça très tôt. Et planifier voudrait dire qu'on n'aurait pas positionné à Pévon qui l'a remplacé à la tête du parti pour qu'il revienne après dire non, bon, je suis candidat. Donc je crois que ça ne va pas être bien à entendre et il ne le fera pas. C'est vrai que les hommes politiques sont capables de tout. Mais je connais Agboiba très stratège. S'il avait vraiment envie, il devait planifier ça depuis le moment venu. On aurait pu constater qu'il veut être vraiment candidat. Mais aujourd'hui, à Pévon qui est déjà lancé, ça serait un handicap pour lui s'il nourrit cette ambition-là. Mais je pense que ça ne doit pas être vraiment le cas. Et il faut savoir se retirer. Hein. Je crois que même si aujourd'hui il tire dans l'ombre des ficelles quand même, il est toujours arrivé en 3e position à chaque élection. Et donc aujourd'hui, et à l'époque où il était candidat, des gens comme Jean-Pierre Fabre, c'était les coursiers de son véritable challenger dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, Agboiba ne peut pas, par exemple, s'aligner avec tout ce beau monde-là. Je crois qu'aujourd'hui, il a quand même une retraite bien réussie. Il a un fils qui doit faire sa fierté. Je crois que comme on l'a dit pour également juriste, il vaut mieux garder de l'énergie pour voir ses petits-fils grandir que d'aller encore se créer des problèmes sur un terrain politique. Il joue bien le jeu qu'il essaie aujourd'hui, tirer les ficelles dans l'ombre, sauf qu'il n'a pas encore réussi à produire au niveau de son parti quelqu'un qui est à son image. C'est là aussi la grande question. Et puis l'autre personne dont on n'entend plus tellement parler, mais qui vient toujours également sur la scène politique quand il s'agit des élections présidentielles, c'est bien sûr Nicolas Lawson, Jean-Nicolas Lawson. C'est vrai, le monsieur, il était un peu intempestif dès le début de cette question de réforme. Il a fait le CPDC rénové. Par après, le monsieur a disparu, mais on a comme l'impression qu'il se prépare pour la présidentielle de 2015. Oh, on a comme l'impression qu'il se prépare. Bon, on attend de voir. Bon, en fait, c'est ce monsieur-là très poli, très loquace, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, toutes ces apparitions donnent sujet du grand moudre à beaucoup de personnes, qu'on soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui vit une époque que nous ne vivons pas forcément. Quand on prend un peu ses idées et tout ça, c'est quelqu'un qui... C'est un homme des chimères. C'est un homme des chimères. Il prend des Togolais comme si c'était des gens sortis de caverne et qui sont en train de vivre certaines réalités. Quand on prend tout ce qu'il est en train de faire, ses projets, tout ça là, quelqu'un qui prend ses projets à l'emporte-pièce à coût de milliards, comme si, bon, quand il sera président, il y aura un arbre là sur lequel il ira cueillir ces milliards là. Donc ça ne fait pas un peu sérieux. Il y a les ressources financières, il y a les ressources financières de l'État. Non. Ces ressources financières là existent. Vous savez, c'est de loin, on pense que ça sera aisé. On va dire que non, le port rapporte tant et choses, tout ça là. Mais il y a des réalités. Sinon, tous ceux-là qui battent campagne avec des projets de sociétés ambitieux, quand ils viendraient, ça devrait être comme sur des roulettes. Mais une chose est de dire que non, quand je viendrai, je ferai ci et je ferai ça. Et une autre est de venir effectivement et de le faire. Donc, c'est des choses vraiment qui choses. Donc, ce monsieur, quand il viendrait, je crois que c'est à coup de pierre qu'on va le chasser. Parce que tout ce qu'il aura professé, on ne verra même pas un début d'exécution de tous ces projets. Donc, franchement, moi, je souhaiterais qu'il soit là, qu'il joue le rôle de bouffon, parce que moi, je le dis ainsi, le rôle de bouffon, tout ça là, de la cour, pour que les gens, certaines fois, quand on est un peu stressé, quand il vient, qu'il se met à distribuer à la porte-pied des insultes, des injures et tout ça là. Donc, ça réchauffe certains, mais moi, je ne le vois pas quand même en chose. Et puis, il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est cette histoire de caution. C'est que... Mais le monsieur a toujours été candidat. Bon, là, on souhaite quand même qu'il vienne, mais on veut du sérieux. On veut du sérieux. Oui, un dernier mot autour de Nicolas Lawson, Fabrice.
Oui, bon, Nicolas Lawson, je crois que j'ai déjà parlé de lui, et moi je le classe dans la catégorie des plaisantins de la scène politique togolaise. Et donc, est-ce qu'il sera encore au rendez-vous? On verra bien. De toutes les façons, ce n'est pas des candidatures qui influencent plus ou moins la donne. Donc, si ça lui fait plaisir, ça lui fera. Mais les Togolais aiment bien l'entendre. C'est des gens, lorsqu'à un moment donné la tension est forte, on aime bien les écouter. Et ça égaye un peu, ça calme un peu la tension et ça joue un peu au neutre. Et puis bon, c'est intéressant comme cela aussi. Donc, mais bon, comme il tient à ça, il sera candidat sans doute, comme d'habitude. En tout cas, lui ne rate jamais. Il ne rate jamais, oui. Donc, on attend donc tous ces candidats qui se manifestent au tournant. Mais comprenez tout simplement que le dernier mot revient aux Togolais qui attendent de vous un programme bien planifié, bien réfléchi, un programme qui tienne en compte du panier de la ménagère. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Tchakala, merci. Merci Rodrigue. Merci également à Fabrice. Merci. Merci à Anita Aoutier qui était là dans l'ombre, qui a joué un très grand rôle. Merci également à Malice Magloire qui a assuré la technique, la mise en onde de cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Rendez-vous sur le www.letogovie.com pour l'émission Grand Jury. Bonjour et au revoir.